한계 오부의 한냐 삼보다이 고디 한야하라이다 제다이 인셔제다이묘 야데이 라소 야데이 어디소아가 한야신교 Un doigt pointe vers la lune, tant pis pour ceux qui regardent le doigt. Ce film sur la vie dans le zen, celle des moines, pointe vers une réalité dont les images ne peuvent être, tout au plus, que des signes. Autrefois, les jeunes moines à la recherche de la vérité se rendaient de temple en temple pour y rencontrer les sages qui incarnaient cette vérité. Aujourd'hui, c'est un maître itinérant, Taisen Deshimaru, qui nous conduit avec lui de monastère en monastère, où il est invité pour donner l'enseignement que lui-même a reçu de son propre maître, Kodo Sawaki. Lorsqu'un visiteur aborde un monastère zen, après avoir rendu hommage au Bouddha et au fondateur de la communauté, il salue les tombes des abbés qui se sont succédés et ont transmis à travers les siècles une flamme qui éclaire les hommes depuis 2500 ans. Quand un maître, en japonais un sensei, rencontre un roshi, un abbé, la minutieuse et rigoureuse étiquette du zen, qui fut chinoise avant d'être japonaise, veut qu'il offre à la communauté une somme d'argent présentée dans une feuille de papier manuscrite. Ce présent est reçu par le roshi comme un service de la doctrine et de l'œuvre du Bouddha. Ensemble, côte à côte, ces deux hommes qui ont donné leur existence à la réalité éternelle et universelle se prosternent pour consacrer humblement cette offrande. La prosternation, la participation du corps à la recherche spirituelle,
l'incarnation de la vie intérieure, se retrouve dans le zen autant et plus peut-être que dans toute autre voie juste de croissance et de libération. Alors seulement, avec infiniment de respect et de considération, ces deux moines japonais, ces deux maîtres zen, se saluent et s'inclinent l'un devant l'autre. Alors la joie de la rencontre témoigne d'une communion issue de l'enracinement dans la source unique de toute existence, le royaume qui est au-dedans de nous. La vie dans le monastère zen est une vie de silence ponctuée par le son de divers instruments en métal ou en bois, dont la vibration est toujours un appel à la vigilance, une aide bien précise donnée à ceux qui cherchent consciemment à s'éveiller. Le cœur, le saint des saints du monastère, c'est le dojo, la salle dénudée où la communauté pratique le zazen collectif, la rentrée en soi. À l'aube, les moines terminent le premier zazen de la journée en honorant leurs vêtements monastiques, le kessa. Transmis de maître à disciple depuis le Bouddha, l'habit fait le moine. À l'origine, ce vêtement sacré de tout moine bouddhiste était fait de pièces et de morceaux, fait de chiffons inutilisables cousus ensemble. Et ce choix symbolisait l'idée que l'être aujourd'hui le plus abject peut être demain le sage le plus évolué. Dans le zen, le respect s'étend à tous les objets de l'existence quotidienne, en particulier au coussin, image du coussin d'herbe sur lequel s'assit le Bouddha Gautama lorsqu'il trouva en lui la réponse à la question suprême « Qui suis-je » 2500 ans plus tard, au cœur du Japon moderne, industrialisé, une nouvelle journée commence consacrée à cette même recherche, à cette même question fondamentale, dont la réponse seule peut donner un sens à tout le reste. Comme à tant d'autres époques, comme dans tant d'autres civilisations, d'autres religions, hors de toute religion, ces hommes ont fait un choix, ces hommes se sont engagés. Un engagement qui, pour chacun, a commencé avec le rite de l'ordination monastique. Avoir,
Avoir des biens matériels, avoir une famille, avoir des connaissances, ne pouvait leur suffire. Ils ont senti, confusément d'abord, puis de plus en plus consciemment, que le sens ultime de la vie humaine n'est pas avoir, mais être. Certains hommes s'efforcent de s'éveiller à leur véritable nature dans la solitude. Ce sont les ermites. D'autres demeurent dans le siècle, utilisant chaque événement, chaque difficulté comme une aide pour la croissance intérieure et la compréhension. D'autres encore, les moines, se groupent pour veiller en commun, selon une règle établie par un sage déjà pleinement éveillé et incarné de génération en génération dans la lignée ou la succession des maîtres. Le moine se sépare, se distingue. Les moines zen sont des bouddhistes du Mahayana ou grand véhicule qui ont fait le vœu de ne pas dissocier leur salut, ou plutôt leur délivrance personnelle, de celle de toutes les autres créatures. Après un long temps de probation, après s'être, jour après jour, assidûment exercé aux heures d'immobilité assise que représente le zazen, le postulant obtient enfin l'autorisation de devenir moine. Une dernière fois, la question lui est posée: êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour réaliser la vie infinie et éternelle, votre nature de Bouddha? Cette infime touffe de cheveux, le dernier fil qui le reliait à la vie du siècle, est rasé par le maître. Les amarres sont tranchées. Le nouveau moine reçoit alors ses kessa, car la transmission du kessa, c'est celle de la doctrine, celle de la vérité, celle de la vie nouvelle. Désormais, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, les moines seront régulièrement soumis à la tonsure, comme le sont aussi les nonnes. Avec le renoncement à la parure des cheveux, quelque chose est à jamais fini. La coiffure qui fait ressortir votre personnalité, disent les réclames des coiffeurs. Cette chère personnalité, cette affirmation individualiste de soi, le moine zen la considère comme la prison qui lui interdit l'accès à sa nature profonde. Et chaque tonsure apparaîtra comme un renouveau, comme une nouvelle naissance, comme le signe d'une vocation librement assumée. Seul celui qui a déjà parcouru le chemin de l'éveil peut guider ceux qui veulent s'y engager à sa suite. Comme dans toutes les voies, comme dans tous les enseignements ésotériques, la relation du maître au disciple est un des fondements du bouddhisme zen. Le zen, c'est la méditation immobile et silencieuse. Le zazen, c'est aussi la rencontre avec le maître, la discussion, le sanzen ou mondo. Dans la branche Rinzai du zen, l'accent est mis sur les questions posées par le maître au disciple, dans le zen soto, sur les questions posées par le disciple au maître. Les prosternations, formes prises par le corps, influencent l'esprit. Elles permettent l'unification parfaite du geste et de la pensée, qui est l'essence même de la démarche zen. Le zen n'est ni philosophie ou jonglerie intellectuelle, ni ferveur émotionnelle capable de dépression autant que d'exaltation. Le zen est vie totale, réconciliant ce que l'homme moderne a opposé, exprimant à chaque instant la spontanéité créatrice, libre de tous les voiles que le mental interpose entre la réalité et nous. Mais le chemin vers cette glorieuse liberté, vers cette vie éternelle, passe par un entraînement implacable, une discipline sans merci. Ce n'est pas un enseignement au sens ordinaire du terme que le maître transmet aux disciples. Ce n'est pas un savoir, des connaissances, des idées, des informations. Le maître n'a rien à dire.
Il donne à ceux qui en sont capables la possibilité de voir, juste voir, voir ce qui est, ici et maintenant. Le Kyosaku, le bâton qui éveille en frappant certains centres vitaux connus de la science ancienne, est la véritable baguette magique, celle qui fait le seul miracle qui ne déçoive pas, celle qui ouvre la porte de l'éternité au cœur de l'instant. Tout homme, sage ou fou, saint ou criminel, possède fondamentalement la nature de Bouddha. Tout homme, heureux ou désespéré, prospère ou misérable, est dans son essence libre, infini et éternel. À ceux qui le veulent plus que tout, avant tout, il est possible de le réaliser. Dans le zen japonais, cette prise de conscience s'appelle Satori. C'est le Satori qui fait les maîtres. Le Satori, c'est l'expérience même qui fut celle du Bouddha Gautama Sakyamuni. Chaque monastère zen contient un temple consacré à celui-ci où il est honoré et vénéré. Le zen a commencé historiquement en Inde il y a 2500 ans parce qu'un homme de naissance princière, devenu ascète et yogi, s'est un jour assis, immobile, au pied d'un arbre, décidé à trouver en lui la réponse à toutes les questions. En un sens, le zen est donc une forme du bouddhisme. Mais c'est aussi une vie, la vie, au-delà de toute forme religieuse, au-delà de tout dogme, au-delà de tout rite, l'expérience libératrice par excellence. Dans le Chan chinois, le zen japonais, les cérémonies sont considérées comme utiles, non comme indispensables. Le Bouddha a montré le chemin, c'est aux disciples de peiner à la tâche. Le Bouddha, c'est Gautama, mais c'est aussi cet abbé, c'est aussi vous, même si vous ne le savez pas, même si vous ne voulez pas le savoir. Considéré comme une école du bouddhisme Mahayana, le zen coexiste au Japon avec le tantrisme Shingon, le Tendai, le bouddhisme de Nichiren, le culte d'Amitabha. Le zen lui-même, transmis par le Bouddha à son disciple Mahakasyapa, fut d'abord indien. C'est un Indien, Bodhidharma, qui l'implanta en Chine et qui fut le premier patriarche de l'école extrême-orientale. En Chine, le zen assimila les enseignements du taoïsme et par le zen, le Japon a donc recueilli le double héritage de la culture indienne et chinoise. Rinzai lui-même était un maître chinois et le zen Rinzai a commencé à se développer au Japon au XIIe siècle. C'est au Rinzai qu'appartint le célèbre moine peintre Hakuin que le monde des arts découvre aujourd'hui. Soutenu par les aristocrates, le zen Rinzai a manifesté à travers les siècles un raffinement qui a d'abord attiré l'intérêt des Occidentaux. Au XIIIe siècle, un Japonais, Dogen Zenji, a fondé une forme proprement japonaise du zen, le Soto, dont le monastère principal est celui d'Eiheiji, surnommé la forteresse de la vraie doctrine. Ces immenses bâtiments se sont élevés dans la forêt où Dogen avait voulu, fuyant tous les honneurs, se retirer loin du monde et pratiquer seul, assis immobile au pied d'un arbre, le zazen. Eiheiji conserve des documents, peintures et manuscrits, considérés comme des trésors nationaux. D'abord, un célèbre portrait de Dogen lui-même. Et aussi
les textes originaux de plusieurs des œuvres du maître, notamment le Fukan Zazengi, ouvrage sur la technique du zazen qui n'est pas seulement destiné aux moines, et le Shobogenzo, aujourd'hui partiellement traduit en français par Sensei Deshimaru. Le zen se présente comme une transmission de la vérité en dehors des écritures, donnant la prééminence absolue à l'expérience immédiate sur l'étude des paroles du Bouddha, les sutras. Et pourtant, la plupart des maîtres zen ont écrit abondamment. Ils ont voulu témoigner par le langage contre le langage même, faire appel au mental pour mieux nous convaincre de la radicale impuissance de ce mental à saisir la vérité. Aujourd'hui, le successeur de Dogen, l'abbé de Heiheiji, est un admirable vieillard aveugle, âgé de 82 ans, qui porte le titre privilégié et rarissime de Zenji. Zenji Taishun Sato. Une journée sans travail est une journée sans manger. Ce principe zen célèbre est aussi respecté aujourd'hui que dans les siècles passés. Tous les moines participent au travail, samu, considéré comme un élément essentiel de la discipline spirituelle. Chaque matin, après le zazen, la communauté se retrouve dans le temple pour la lecture et le chant des sutras du Mahayana, en particulier le plus important de tous, Anya Shinyo, l'essence de la suprême sagesse. Si le dojo de zazen, exclusivement réservé aux moines, est rigoureusement interdit aux visiteurs, le temple et les cérémonies quotidiennes sont par contre accessibles aux laïcs. Monastère soto-zen, le culte matinal est suivi par un rite tantrique. Le tantrisme,
ensemble de doctrines et de techniques d'ascèse bouddhique enseignées dans des textes appelés Tantra, est aussi une forme du Mahayana. C'est en particulier le bouddhisme des Tibétains et celui du Shingon japonais. Le Zen Soto de Maître Dogen s'est d'abord propagé dans des temples Shingon, transformés ensuite en monastères zen, et ceux-ci ont conservé la pratique des rites tantriques. Le tantrisme, d'ailleurs, comme le zen pur, est fondé sur le grand texte, si justement célèbre, de la Prajnaparamita, attribué au sage Nagarjuna. Après les rites matinaux, la communauté des moines se retrouve autour de son abbé pour une collation appelée Gyocha, origine de la cérémonie du thé. Toutes les religions ont connu une forme de communion où les disciples partagent la nourriture du maître. Pour les moines, il y a là une occasion privilégiée de vivre cet ici et maintenant qui est le cœur du zen. Une occasion privilégiée pour l'action juste, pour le geste parfait, celui qui engage l'être entier, corps, sentiment, pensée. Alors, dans un insignifiant détail, l'infini se révèle. Car la même activité, boire du thé par exemple, ou manger un gâteau, peut être accomplie de deux façons intérieurement bien différentes, consciemment ou en dormant, dans l'unification de toutes les énergies ou dans la dispersion. Ceux qui sont vigilants ne meurent pas, a dit le Bouddha, mais les inattentifs sont déjà comme morts. Le moine, le thé, le fait de boire ne sont plus qu'un. Toute dualité est transcendée. Mais avant que la grâce suprême de la spontanéité ne nous soit donnée, un effort soutenu sans relâche est nécessaire. Un effort
qui fait de toute l'existence une œuvre d'art, un accomplissement de beauté et d'harmonie. L'être d'un homme, c'est le résultat subtil de la nourriture qu'il a absorbée. La connaissance ésotérique, d'ailleurs, est avant tout celle de la transformation, ou même plus exactement du raffinement des énergies. Toute la création consiste à manger et à être mangé. Incorporer les aliments est donc un acte important, un acte sacré. Quand j'ai sommeil, je dors, quand j'ai faim, je mange, dit la tradition du zen. Quand je mange, je mange. Je suis entièrement et parfaitement dans l'acte de manger. Aucune activité, aucune place n'est pour le moine indigne de la vérité du zen. La salle de bain commune est aussi un lieu où souffle l'esprit. La propreté du corps est signe tangible de la pureté intérieure, et le moine ne commencera à se déshabiller pour prendre son bain qu'après les prosternations et les invocations. C'est toute l'existence, seconde après seconde, qui doit être consacrée et offerte à la vérité ou la réalité ultime. Même les toilettes, les latrines, renferment aussi une statue de divinité, statue qui peut très souvent être une sculpture de grand prix. L'opposition du noble et du trivial n'a pas cours dans le zen, qui réconcilie tous les contraires et qui sait voir un diamant dans le moindre caillou. À la porte du dojo, un écriteau indique que les moines sont en méditation. Nul ne saurait alors franchir le seuil du lieu sacré, ni troubler le plus grand des mystères, la découverte par chacun, en chacun, de l'unique fondement de toute vie.
instructeur, un maître, qui doit être doué d'une particulière faculté d'intuition, éveillé parmi les veilleurs, apporte à ceux qui en ont besoin l'aide bienvenue du kyosaku, du bâton. Puis, le zazen fini, le lourd rideau de toile noire est lentement relevé. L'écriteau indique que la célébration du grand mystère est, pour l'instant, terminée. Mais une barrière de bambou interdit l'entrée du dojo à ceux qui n'ont rien à y faire. Deux jeunes novices ont obtenu le privilège d'étudier le zazen auprès de Sensei Deshimaru. Le zazen, c'est d'abord une attitude physique, une posture du corps. Pousser le sol avec les genoux, pousser le ciel avec la tête. Colonne vertébrale droite, légère cambrure, menton rentré. Avant la longue assise du zazen, le moine se meut quelques instants à partir du centre de gravité situé dans le bas-ventre. Le zazen étant, en tout cas dans le Soto, une activité collective, une activité qui se pratique en chœur, chaque moine le commence en saluant dans chaque direction du dojo les autres disciples. Le zazen s'accomplit toujours assis sur un coussin qui facilite l'indispensable appui des genoux sur le sol et dans la position jambes croisées dite posture du lotus ou posture du Bouddha. La main gauche est posée sur la main droite et l'attention est généralement concentrée dans les pouces dont les extrémités se touchent. C'est à la position, à la juste tension, à l'immobilité des pouces que le maître peut voir l'état intérieur, mental ou émotionnel, du disciple. La posture de zazen doit éliminer toutes les contractions inutiles, mais ce n'est pas une attitude de total relâchement qui pourrait conduire à l'affaissement, au sommeil, à la passivité. Une certaine tension est maintenue dans le corps, gage d'une intense activité. Le disciple est activement passif, activement silencieux, activement ouvert, activement disponible, activement oublieux de lui-même dans sa petitesse individuelle, pour se découvrir lui-même dans sa grandeur non égoïste, sa nature de Bouddha. Le débutant, le moine novice, oscille entre la contraction et la mollesse, entre la tension inutile et la torpeur, toujours menacé de retomber dans son sommeil et ses rêves. Mais le maître, lui, ne dort pas. Le bâton, le kyosaku, n'est pas là pour punir, mais pour aider.
Parfois c'est le maître qui prend l'initiative du coup, parfois c'est le disciple qui demande à recevoir celui-ci. N'importe qui peut frapper avec un bâton, n'importe qui ne peut pas frapper avec le kyosaku. Connaître le point précis de l'épaule qui doit être touché demande science et maîtrise. Autant de disciples, autant de nature et de tempérament. Chacun doit être minutieusement guidé dans sa voie à lui, selon ses qualités et ses défauts, ses dons et ses lacunes. Le zazen assis est interrompu par des exercices de concentration en marchant. Cette marche, appelée kinhin, est particulièrement pratiquée lors des sesshin, des périodes d'entraînement intense où le zazen est effectué un plus grand nombre d'heures tous les jours. L'expiration, lente et prolongée, correspond à une tension. Le pied avant appuie sur le sol. Pendant ce temps d'expiration, la stabilité du moine est inébranlable, car la concentration de l'énergie se fait dans le bas-ventre, dans le hara. En même temps qu'il expire, au lieu de rentrer le ventre, le moine pousse au contraire les intestins. L'inspiration, correspondant au changement de pied, est un moment sans tension, un moment d'extension. C'est à l'inspiration, par exemple, que dans la pratique des arts martiaux, l'adversaire se révèle vulnérable. La position des mains, c'est le retournement de leur position dans la posture assise. Les paumes font maintenant face au sol. Pas plus dans le zen qu'ailleurs, la maturation ne s'effectue sans effort et une pratique assidue est indispensable. De même qu'une énergie infinie mais unique crée sans cesse le monde en se manifestant sous des formes indéfiniment changeantes et différentes, un seul enseignement, le zen, s'exprime à travers plusieurs écoles, plusieurs lignées de maîtres. Bien moins connu que le rinzai ou le soto, parce que bien moins important numériquement, l'ordre Obaku, zen chinois à l'état pur, a pour monastère principal le temple de Mankupuji, non loin de Kyoto. Aujourd'hui, un de ses dignitaires les plus connus est le Roshi, l'abbé Murache Gemmyo. C'est un homme actif, réputé pour les travaux qu'il a fait entreprendre. L'abbé général de l'ordre Obaku est le Zenji Ziko Kato. Le titre suprême de Zenji est confirmé par l'empereur du Japon lui-même. C'est dire la notoriété de ce maître, âgé de 85 ans, mais dont le visage de vieillard toujours jeune rayonne, irradie de force tranquille et de joie débordante. Le temple le plus célèbre de l'ordre Rinzai est le monastère d'Engakuji à Kamakura. Le Rinzai, beaucoup moins centralisé que le Soto, est lui-même composé de nombreuses lignées traditionnelles. Le chef de la fédération Rinzai est le Zenji Sogen Asaina, âgé de 82 ans, un des plus grands maîtres japonais contemporains.
liberté, sagesse, paix. Oui, mais quel chemin pour en arriver là, à travers ce que la tradition du zen a toujours appelé le grand doute et la grande mort. Au temple de Nanzenji, à Kyoto, réside un autre maître Rinzai, le Roshi Zenkei Shibayama. Shibayama Roshi est l'auteur d'un remarquable petit livre, traduit en anglais, A Flower Does Not Talk, où nous pouvons lire ces mots qui donnent leur véritable sens à son sourire et à sa tranquille sérénité. Dans le zen, l'homme doit aller au-delà de la dernière extrémité de lui-même et désespérer de lui-même comme de quelqu'un qui n'a aucune possibilité de s'en sortir. Trouver le vide en soi vient de cette expérience la plus amère qui, du gouffre du désespoir et de l'agonie, nous jette bas, corps et âme, devant l'absolu. En compagnie du célèbre peintre zen Shusan Kono, c'est enfin le Roshi Rekido Otu, lui aussi un maître Rinzai, qui reçoit Sensei Deshimaru. Taisen Deshimaru est un maître Soto, mais aujourd'hui plus que jamais, les deux ordres veulent témoigner ensemble de la vérité éternelle du zen. L'originalité du Rinzai, et ce qui le distingue à certains égards du Soto, est la méditation solitaire, individuelle, sur les koan. Le koan, technique d'éveil intérieur, est une proposition dont le sens véritable ne peut en aucun cas être saisi par le mental ordinaire, mais qui ouvre la porte de la réalisation transcendance mentale, la réalisation non dualiste. Comme toutes les autres formes du bouddhisme, le zen fait place aussi aux femmes, aux nonnes, telles les nonnes du monastère de Soheiji, près de Nagano. En livrant au ciseau la parure de leurs cheveux, en renonçant à une certaine forme d'affirmation de soi-même, ces femmes se sont, elles aussi, engagées. Elles ont choisi pour la profondeur contre la surface, pour la réalité contre l'illusion, pour la compassion contre l'égoïsme. Ces femmes ne seront ni des épouses, ni des amantes, ni des mères. Une femme peut-elle accomplir son destin, atteindre son épanouissement parfait, sans avoir connu l'union avec l'homme, sans avoir mis d'enfant au monde? Seule leur joie qui demeure et leur paix qui dépasse toute compréhension pourraient nous répondre.
Si quelques grands monastères abritent 100 ou 200 moines, beaucoup ne réunissent qu'une poignée de disciples autour de leur maître. Le temple de Daidoin, entre Tokyo et Kyoto, est dirigé par le Roshi Asano, qui fut, comme Sensei Deshimaru, instruit par le célèbre Kodo Sawaki. Voix de l'effort soutenu et de l'intense ascèse, le zen est aussi la voix de la liberté, de la spontanéité, de la réconciliation des contraires. Le rire des maîtres zen est célèbre et les moines connaissent le prix de la récréation. La recréation, au sens étymologique du terme. Si le sage, l'adulte parfait, n'a plus rien en lui d'infantile, il est aussi pareil à un petit enfant, heureux, joyeux, libre, comme un petit enfant. Les années de zazen ont fait jaillir en lui la source de la vie. Au cœur des montagnes, enfoui sous la neige plusieurs mois par an, le monastère Soto de Kashio-san. Si les moines zen travaillent, et travaillent même beaucoup, ils ont aussi conservé des origines du bouddhisme, la coutume de se rendre en ville pour y mendier du riz ou de l'argent. Le large chapeau de paille qu'ils revêtent à cette occasion leur cache le visage de celui qui donne ou qui refuse de donner. Il est vrai aussi que parfois, tous les moines sont invités à manger ensemble par un homme riche. Au travail, tous participent. Et, vu avec les yeux de ceux qui ne voient que les choses visibles, la vie est rude, très rude, la vie est dure, très dure, dans un vrai monastère zen. Mais nous sommes loin, oh oui, bien loin de toute trace de masochisme, de souffrance morbide, de déséquilibre. Tous les dynamismes de l'être, tous les aspects de l'existence, tous les besoins profonds de notre nature humaine sont harmonisés, assumés, intégrés, transformés, transcendés. Sous la responsabilité de l'abbé, qui participe lui-même à ces agapes fraternelles, le saké, de l'alcool, oui, la boisson nationale des Japonais, pénètre parfois au monastère. Si c'est ça la vie, haha, si c'est ça la vie que tous les moines font, ricanent ou se lamentent, ceux qui ne comprennent pas, ceux surtout qui ne veulent pas comprendre.
Le monde, l'ensemble du monde, change et change très vite depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Le mariage des prêtres est à l'ordre du jour dans le catholicisme. Il l'est aussi dans le bouddhisme zen. Afin qu'il y ait au moins un moine dans chacun des temples zen disséminés du nord au sud de l'archipel nippon, les moines expérimentés qui résident seuls dans un monastère sont autorisés à se marier. Ils ont vécu pendant des années le sévère entraînement communautaire. Ils retournent dans les grands monastères pour les périodes des séchines. Ils peuvent officier comme pasteurs pour les laïcs lors des enterrements. Passions se succèdent. Le feu naît, brûle, s'éteint, mais le zazen demeure. Dans le Rinzai aussi, comme dans le Soto, un homme et une femme peuvent chercher ensemble l'unique réalité, l'unique vérité, le royaume qui est au-dedans de nous. Il y avait deux âmes, il n'y en eut plus qu'une. Comme sont un, toujours et partout, le maître et le disciple.